Horner chez Ferrari est une rumeur qui, rien qu'à la prononcer, fait trembler le paddock. Après son départ de Red Bull, il n'y a qu'une condition qui permettrait au manager anglais d'aller à l'écurie de Maranello. Et sans cela, l'affaire ne se fera jamais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelle est cette condition. Nous devons voir ce que Lewis Hamilton a dit sur Frédéric Vasseur, les déclarations de Montoya sur Oscar Piastri et la bataille interne chez McLaren qui continuera à partir d'Austin. Comment le traitement de McLaren envers ses pilotes va-t-il changer? Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien. Et maintenant, voyons tout en détail. Le nom de Horner a recommencé à circuler fortement au sein de la Formule 1, car le manager britannique ne veut pas mettre fin à sa carrière. Il veut revenir, mais pas à n'importe quel prix. Après des années de domination et de pouvoir quasi absolu dans le monde de Red Bull, où il supervisait 3 sociétés et contrôlait chaque décision technique, sportive et stratégique, Horner est sorti avec une belle sortie de plusieurs millions et une idée claire en tête. S'il revient, ce sera seulement en tant que protagoniste, pas en tant qu'employé, pas en tant que simple team principal, mais en tant qu'homme avec un pouvoir réel. Et c'est là que la Ferrari entre en jeu. À Maranello, l'idée d'un manager gagnant comme Horner est vraiment tentante. Son nom est synonyme de résultat. 13 titres mondiaux entre pilotes et constructeurs et un empire construit à partir de rien. Mais l'amener chez le Cavallino signifierait réécrire complètement la hiérarchie interne, car Horner n'accepterait jamais un rôle à la Vasseur avec des contraintes et des chaînes. Il veut les clés de l'équipe, exactement comme Jean Todt les avait au début des années 2000, lorsque Ferrari est devenu imbattable. Et il faut le dire clairement, chez Red Bull, Horner avait un pouvoir énorme. En tant que directeur général de 3 sociétés, il l'a toujours dit. S'il devait revenir, ce serait uniquement en tant qu'actionnaire, ou avec un rôle avec plus de contrôle, par rapport à un simple manager indépendant, comme l'a fait par exemple Adrian Newey chez Aston Martin. En somme, il veut une autonomie totale, un budget décisionnel et une vision à long terme, sans interférence. Et c'est là que le problème naît. La Ferrari d'aujourd'hui n'est plus celle des temps de Montezemolo ou de Jean Todt. C'est une structure plus moderne, horizontale, composée de départements qui répondent à Elkann, Binaghi et Vasseur, avec des processus partagés. Personne, même le team principal, ne peut tout décider seul. Accueillir Horner signifierait bouleverser cet équilibre en lui conférant un pouvoir qui n'existe plus à Maranello depuis 20 ans. Si Ferrari donnait carte blanche, cela pourrait aussi arriver. Mais ce n'est pas la Ferrari d'aujourd'hui. Si Horner mettait de côté certaines demandes, tout serait possible. Cependant, pour l'instant, il ne semble pas disposé à le faire. En d'autres termes, la porte n'est ni fermée ni ouverte. Et pourtant, ceux qui connaissent la Formule 1 savent que tout peut changer en un instant. Il suffit d'un début de saison compliqué, de quelques tensions internes, d'un résultat en dessous des attentes, et soudainement un nom comme celui de Horner devient irrésistible. Parce que quelqu'un comme lui ne sait pas seulement gagner, il sait construire la victoire. Il sait créer un système qui fonctionne, une culture technique et mentale, d'où naissent les cycles gagnants. Et s'il y a une chose qui manque à Ferrari depuis des années, c'est bien cela, la mentalité de super équipe, la capacité de penser comme un géant, pas comme un symbole à défendre. Et peut-être est-ce justement ce point qui rend l'idée de Horner si fascinante. Pour la première fois, Ferrari pourrait décider de s'en remettre à quelqu'un prêt à réécrire les règles internes, même au prix de perdre un peu de contrôle politique. Bien sûr, aujourd'hui tout semble figé, mais il faut le dire clairement. Si les premières courses se passent bien, bravo à tous, mais si quelque chose devait changer, alors tout pourrait également changer à Maranello. Si la SF25 continue à ne pas gagner et que la SF26 fait de même, le nom de Horner reviendra à être bien plus qu'une simple rumeur. Sûrement, l'idée d'un homme comme lui dans le box Ferrari fait briller les yeux de quiconque aime ce sport. 13 titres mondiaux ne se gagnent pas par hasard, et même si à ce jour cela semble être un rêve. En Formule 1, les rêves, lorsqu'ils se combinent avec la bonne crise et le timing parfait, peuvent devenir réalité. Lewis Hamilton lui-même l'a prouvé en allant chez Ferrari. Ce qui semblait un rêve il y a quelques années. Peut-être que cela n'arrivera pas demain, mais le jour où Maranello décidera de remettre tout en question, le nom de Christian Horner sera le premier sur la liste. Et sur le retour de Christian Horner en Formule 1, Suzy Wolff a également pris position en disant que Christian Horner n'était pas seulement un team principal, mais un personnage. En effet, Suzy Wolff, l'épouse de Toto et responsable de la F1 Academy, s'est mouillée. Dans une récente interview, Suzy a raconté comment Horner jouait un rôle, un personnage construit spécialement pour le paddock, et a qualifié toute l'affaire qui l'a conduit hors de Red Bull de honte pour le sport. Ce sont des mots lourds, surtout s'ils sont prononcés par quelqu'un qui a vécu cela de près pendant des années. L'une des rivalités les plus vives de la Formule 1 moderne, Toto Wolff contre Christian Horner. Une guerre froide commencée en 2014 et devenue brûlante en 2021 lorsque Hamilton et Verstappen se sont disputés le titre jusqu'au dernier tour d'Abu Dhabi. Après plus de 20 ans à la tête, Christian Horner a été licencié par Red Bull après le Grand Prix de Silverstone en juillet 2025. La décision est arrivée après des mois d'enquête et d'accusations de comportement inapproprié de la part d'une employée. Des accusations que Horner a toujours niées et dont il a été officiellement acquitté 2 fois. Mais la réalité des faits est autre. L'image publique était désormais compromise et l'environnement interne, déjà tendu depuis un certain temps, a explosé.
Red Bull a choisi de clôturer l'ère Horner avec un accord de 100 millions de dollars et l'arrivée de Laurent Mekies, ancien de Ferrari, en tant que nouveau directeur général et team principal du groupe. Sorti d'abord de Ferrari, arrivé chez Racing Bulls, puis passé chez Red Bull. Un changement épocal, car Horner, qu'on l'aime ou non, a été l'un des managers les plus victorieux de l'histoire de la Formule 1. Il a remporté 4 championnats du monde avec Vettel, 4 avec Verstappen, et a exercé un leadership qui a changé à jamais la culture de l'équipe. Suzy Wolff, cependant, le décrit différemment. Christian jouait un personnage, il le faisait très bien, mais tout ce qui s'est passé ensuite a été une grande honte pour la Formule 1. Nous menions un projet positif avec l'Académie de la Formule 1, et soudain, tout le monde voulait seulement parler du scandale Horner. Cela a été un coup pour l'image de notre sport. Ce sont des mots qui laissent entendre une double vérité. D'un côté, la reconnaissance de l'influence de Horner. De l'autre, la conviction que sa manière de gérer le pouvoir a laissé une longue ombre sur le paddock. Et en effet, malgré son départ, son nom continue de dominer les discussions. L'accord de séparation entre Horner et Red Bull prévoit qu'il ne puisse pas revenir en Formule 1 avant la mi-2026. Quand il reviendra, il le fera en tant que propriétaire ou en tant que PDG indépendant, tout comme Toto Wolff chez Mercedes. Une figure qui ne dépend de personne, qui contrôle et dirige son équipe comme une entreprise personnelle. Un modèle qu'Horner admire depuis des années et qui pourrait inspirer son retour. Et Horner était sûrement un personnage controversé, un excellent manager, mais il était considéré par tous comme un personnage au sein du paddock. Avec l'affaire qui s'était passée l'année dernière avec son ex-employé chez Red Bull, un scandale s'était produit qui a nui à la Formule 1, et Suzy Wolff a bien fait de le souligner. Mais il est également vrai qu'il était un manager de grand prestige dont la Formule 1 a besoin. Et attention, car pendant qu'on parle de Horner chez Ferrari, Vasseur de l'autre côté vacille. Voyons qui est du côté de Vasseur et qui est contre. Malgré le renouvellement signé il y a seulement quelques mois, le directeur d'équipe français serait de nouveau dans le collimateur de la direction. Les rumeurs sont sans équivoque. Maranello, on envisagerait sérieusement la possibilité de le remplacer. Et tout cela alors que l'écurie a même dû démentir les nouvelles d'une confrontation violente survenue dans le box de Singapour. Oui, car Ferrari réfléchirait très attentivement à l'avenir de Vasseur. La saison 2025 est jusqu'à présent un désastre. 0 victoire, des erreurs stratégiques, une voiture difficile et un environnement interne de plus en plus tendu. Le principal problème technique reste toujours le même. La hauteur de caisse de la SF25, un problème qui a compromis toute la saison et qui, dès le début, a contraint Hamilton et Leclerc à cohabiter avec une voiture trop rigide, instable et impossible à pousser réellement à la limite. Ce défaut, issu d'une conception erronée du fond de la suspension arrière, a même conduit à la disqualification de Hamilton en Chine pour une usure excessive du patin sous la coque. De là, une avalanche de mesures correctives. Relever la voiture en perdant de la charge aérodynamique, modifier les hauteurs et même ordonner au pilote de lever le pied et de rouler en roue libre dans les lignes droites pour éviter les dommages. Une humiliation technique que Ferrari n'avait jamais connue avec une telle intensité. Et c'est justement là que le château de confiance autour de Vasseur a commencé à vaciller. Déjà en juin, pendant le week-end de Montréal, circulaient des rumeurs d'un éventuel remplacement, des rumeurs qui parlaient de contacts préliminaires avec Christian Horner alors que son départ de Red Bull était encore dans l'air. Mais ce n'était pas le seul nom, il y avait aussi celui d'Antonello Coletta, aujourd'hui à la tête du programme Ferrari en WEX, qui aurait été considéré comme un possible successeur, le même Coletta qui avait déjà refusé ce rôle il y a des années. Pour mettre fin à toute spéculation, Ferrari avait choisi la voie diplomatique, renouveler officiellement le contrat de Vasseur à la veille du GP de Hongrie, avec des déclarations de Benedetto Vigna parlant de confiance dans son leadership et sa vision partagée. Mais derrière les mots de façade, les tensions ne se sont jamais apaisées. Selon les dernières indiscrétions, John Elkann envisagerait à nouveau de rouvrir le dossier Horner, surtout maintenant que le manager britannique a reçu une indemnité départ de 100 millions de dollars pour quitter Red Bull. Le problème est que l'accord de séparation l'empêcherait de revenir en Formule 1 avant la mi-2026, rendant impossible son arrivée immédiate. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'équipe, la situation s'est aggravée. Aujourd'hui, Vasseur détient toujours le titre de team principal, mais la confiance semble au bord de la rupture. Il suffirait d'une nouvelle crise ou d'un début compliqué en 2026 pour faire tout éclater. Et à ce moment-là, si Elkann voulait vraiment changer de direction, le nom de Horner reviendrait inévitablement en tête de liste. Pour l'instant, officiellement, il n'y a pas de crise, mais la réalité à l'intérieur de Maranello est différente. Ferrari est en équilibre entre un passé qui ne fonctionne pas et un futur qu'elle ne sait pas encore construire. Et Vasseur, tout comme la SF25 qu'il dirige, semble osciller sur un fil très mince. Mais il y a une personne qui soutient Frédéric Vasseur, à savoir Lewis Hamilton, qui s'est prononcé sur le directeur d'équipe et a dit qu'il vaut mieux vivre ces moments maintenant que l'année prochaine. En effet, Hamilton a qualifié Frédéric Vasseur de personne extraordinaire. Il le fait à un moment où Ferrari traverse sa saison la plus complexe des dernières années, alors que les résultats ne viennent pas. Les rumeurs sur l'avenir du directeur d'équipe se multiplient. Hamilton a choisi de s'exposer publiquement, en défendant Vasseur et en expliquant pourquoi, selon lui, le Français est l'homme qu'il faut pour ramener la rouge au succès. Leur lien ne naît pas chez Ferrari. C'est en fait une histoire qui remonte à loin, lorsque Louis courait encore dans les championnats mineurs.
Avec l'équipe de Vasseur, l'ART Grand Prix, Hamilton a remporté la GP2 et aujourd'hui, presque 20 ans après, les deux se retrouvent ensemble à Maranello pour lutter à nouveau pour un objectif commun. Ferrari n'a pas encore gagné une course en 2025 et Hamilton n'est pas encore monté sur le podium. Mais malgré cela, le septuple champion du monde n'a pas perdu confiance. Le soutien de Frédéric Vasseur a été incroyable, a-t-il dit à la veille du Grand Prix de Singapour. Ce n'était pas une saison parfaite. Mais nous grandissons, nous apprenons et nous sommes plus unis que jamais. Hamilton a expliqué que chaque week-end est une occasion de comprendre où s'améliorer, que chaque course sert à construire l'avenir. Mieux vaut vivre ces moments maintenant, a-t-il dit, plutôt que lorsque nous jouerons pour le titre. Nous travaillons pour y arriver préparés. C'est un message clair. La saison 2025 n'est pas un échec, mais un banc d'essai, une phase d'adaptation dans laquelle Hamilton s'intègre dans une équipe qui, sur le plan technique et culturel, fonctionne très différemment de Mercedes. Dans ce parcours, Vasseur est le point de référence. Selon Hamilton, c'est un leader silencieux, concret, obsédé par une seule chose, les performances de la voiture. Fredo n'a pas du tout changé, a raconté Hamilton. Presque 20 ans ont passé, mais c'est toujours le même. Même vêtements, même manière de faire, même mentalité. C'est un gars direct, un vrai concurrent. À l'époque, en GP2, il était l'un des rares à tout investir dans l'aérodynamique et la performance. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Tout pour lui tourne autour de la voiture. Des mots qui arrivent à un moment très délicat pour Ferrari. Ces derniers mois, Vasseur a été au centre de tensions internes et de rumeurs de remplacement. Nous l'avons déjà dit, malgré son renouvellement avec un contrat signé cet été, certains parlent d'une confiance plus si solide de la part de la direction. Mais les mots de Hamilton changent le ton du récit. Parce que s'il y a une chose que le champion du monde à 7 reprises sait reconnaître, c'est la compétence. Et quand un pilote comme lui défend publiquement son directeur d'équipe, cela signifie que dans le box, le respect est réel. Ferrari continue sa bataille pour la 2e place au championnat des constructeurs. À 6 courses de la fin, l'écurie est 3e, 27 points derrière Mercedes. Un écart qui peut encore être comblé, mais seulement si la SF25 parvient à trouver l'équilibre qui a manqué tout au long de la saison. C'est pourquoi le travail de Vasseur en coulisses est devenu fondamental. Créer une équipe qui réagit, unie, qui ne se désagrège pas comme cela, c'est trop souvent produit dans le passé. Et quelle est la situation actuelle chez Ferrari à la course d'Austin? Nous nous souvenons, il y a un an, Ferrari a remporté à Austin avec Leclerc et d'ailleurs Carlos Sainz est arrivé 2e, marquant un doublé historique. Et cette année, comment se présente Ferrari? 12 mois plus tard, cette Ferrari semble avoir disparu. Les points de distance de Woking, qui étaient alors de 14, sont aujourd'hui de 352 et la rouge n'est même pas 2e. Elle est derrière Mercedes en plein essor. En 12 mois, le monde du Cavallino s'est renversé et ce qui émerge à Maranello n'est pas seulement un problème de performance, mais d'organisation interne. L'équipe ne subira pas de révolution immédiate, mais sous la surface, une restructuration profonde se prépare. Des renforts ciblés, de nouveaux flux de communication et surtout la nécessité de reconstruire un équilibre entre ceux qui travaillent en usine et ceux qui opèrent sur piste. En somme, Ferrari est aujourd'hui divisé en deux âmes. D'une part, le groupe de piste dirigé par Matteo Toninelli, pragmatique, direct et souvent en désaccord avec ceux qui travaillent à Maranello. D'autre part, l'équipe technique interne qui conçoit et simule, mais ne trouve pas toujours de correspondance dans les données réelles. Le résultat, des choix de réglages extrêmes, des interprétations risquées et une SF25 qui n'arrive pas à exprimer son vrai potentiel. À Singapour, par exemple, Ferrari est arrivé avec des simulations positives. Le setup approuvé semblait être le bon pour se racheter après les échecs de Monza et Bakou, mais il a suffi d'une séance d'essai libre pour comprendre que quelque chose n'allait pas. La hauteur de caisse garantissait de la charge et de la vitesse, mais l'usure de la planche aurait rendu la voiture illégale. À partir de là, ce fut un cercle vicieux de compromis et de solutions de plus en plus extrêmes. Hamilton et Leclerc ont été contraints de faire du lift Ankus pour ne pas détruire les fonds et les températures des freins étaient hors de contrôle. Le système de refroidissement sous-dimensionné qui, à Singapour, a laissé Hamilton presque sans frein à la fin de la course. Un désastre technique et gestionnaire qui a mis en évidence toutes les fissures du système construit par Frédéric Vasseur. Mais attention, aucune révolution n'est prévue d'ici la fin de la saison. Ferrari a choisi la ligne de la continuité. Le président John Elkann ne veut pas de changement immédiat et le message qui filtre de Maranello est que l'équipe qui perd pour le moment ne change pas. Plutôt, on cherche des renforts ciblés, des figures de stature capables de réorganiser la structure sans la détruire. Et cela ne signifie qu'une chose. La vraie Ferrari que nous verrons sera celle de 2026, avec le projet 678 qui est déjà en chantier et sera le premier entièrement naissé sous la gestion de Vasseur et Viscera. Selon la direction sportive, on respire une sensation claire. 2026 sera l'année du jugement. Si ce projet fonctionne, Ferrari pourra enfin revenir en lice pour le mondial. Si elle échoue, personne ne sera plus en sécurité. Entre-temps, la communication est verrouillée après les récents bouleversements médiatiques. Du cas de Hamilton en Chine au Capital Markets Day qui a fait chuter les titres en bourse, le silence est tombé à Maranello. Il n'y a pas de déclaration hâtive, pas de conférence optimiste, il n'y a que du travail et de la défense. Un choix qui sert à éviter d'autres dommages à l'image à un moment de bombardement médiatique constant. L'impression générale, cependant,
est que Ferrari manque d'un lien interne solide, d'une chaîne de commandement unique. Et écoutons les déclarations de Juan Pablo Montoya sur la rivalité interne chez McLaren. Comment évoluera la relation interne chez McLaren entre Lando Norris et Oscar Piastri maintenant qu'ils sont libres de courir et qu'il n'y a plus le championnat des constructeurs en jeu? La tension chez McLaren après Singapour a explosé et cette fois, et c'est Juan Pablo Montoya qui a jeté de l'huile sur le feu, qualifiant Piastri, prenant la défense de Norris après le contact au départ. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue car elle arrive à un moment très délicat pour l'équipe de Woking. Oui, McLaren vient de remporter le titre des constructeurs, mais dans le box, l'ambiance est lourde. Les deux pilotes, il y a encore quelques mois presque inséparables, sont maintenant divisés par une rivalité interne de plus en plus vive. Tout commence au départ du Grand Prix à Singapour, virage 3. Lando Norris à l'intérieur, Oscar Piastri à l'extérieur. Devant eux, il y a Verstappen qui démarre mal et coupe légèrement la trajectoire. Norris essaie de se faufiler devant Oscar Piastri, mais pour éviter le contact avec la Red Bull, qui a finalement eu lieu, il braque brusquement à droite et touche Piastri. Un impact léger, mais suffisant pour déclencher la tension. À la radio, l'Australien le prend mal, demande à récupérer la position, se plaint auprès de l'équipe, et le silence sur le muret laisse entendre que la situation est plus compliquée que prévu. À partir de ce moment-là, il n'y a plus eu la même harmonie entre les deux, et Montoya est intervenu sans mâcher ses mots. Lando a fait ce qu'il devait faire, a-t-il dit. Il commence à prendre le contrôle de l'équipe et à se faire entendre. Piastri, en revanche, a laissé la porte ouverte comme il ne l'avait jamais fait auparavant. L'ancien pilote colombien, qui connaît bien les dynamiques des équipes de haut niveau, a analysé la manœuvre de manière impitoyable. Regardez bien. En sortant du premier virage, Oscar n'accélère pas, Lando le voit, accélère et c'est seulement alors que Piastri ouvre les gaz. Il s'est comporté comme un fou pour une fois. Il s'est lancé à l'extérieur pour ne pas se faire dépasser par Lando, tandis que Lando se jetait à l'intérieur. Mais les gars, c'est le premier virage de la course. À quoi s'attendait-il? Ce sont des mots forts, mais qui trouvent un écho chez de nombreux analystes, car la relation entre Norris et Piastri se transforme lentement de rivalité sportive en duel psychologique et Montoya, en tant qu'ancien pilote McLaren, sait quand ce type de tension peut briser une équipe de l'intérieur. Après la panne qui avait touché Norris aux Pays-Bas, l'écart au classement entre les deux était de 34 points. Maintenant, après Singapour, l'écart est tombé à 22. Une distance minimale si l'on considère qu'il reste encore plusieurs courses et que Verstappen, derrière eux, revient lentement dans la course. Et McLaren, malgré le titre des constructeurs, risque de se retrouver avec deux coqs dans le même poulailler. Montoya a ensuite ajouté une réflexion intéressante. Lando commence à s'imposer, il a compris que pour gagner, il ne suffit pas d'être rapide, il doit aussi se faire respecter. Et Piastri, pour la première fois, a réagi de manière émotive. En effet, ces derniers week-ends, on a vu une nuance différente dans le comportement de chacun. Norris, plus décidé dans les communications, plus agressif dans les manœuvres et plus leader d'équipe. Piastri, en revanche, est plus nerveux, plus instinctif et parfois moins lucide, comme à Bakou où certaines de ses erreurs lui ont coûté des points précieux. McLaren, de son côté, essaie d'apaiser les polémiques. L'équipe a évité les commentaires officiels sur l'épisode de Singapour, mais en interne, on sait que le contact a laissé une marque. Les hiérarchies, du moins pour l'instant, restent claires. Piastri est le leader du championnat des pilotes, mais Norris arrive en force. Dans une équipe qui s'est toujours déclarée sans ordre d'écurie, la situation pourrait devenir explosive après avoir introduit les règles de Papey qui semblent aujourd'hui ne plus exister. La phrase de Montoya, il s'est comporté comme un fou pour une fois. Cela ressemble presque à un avertissement, car en Formule 1, il ne suffit pas d'avoir une voiture gagnante, il faut aussi gérer le feu interne. Et si McLaren ne trouve pas rapidement un équilibre, ce qui est aujourd'hui le duo le plus prometteur du paddock pourrait devenir son plus grand problème. Häkkinen aussi sait ce que signifie vivre avec la pression interne. Lui et Coulthard à l'époque ont vécu une rivalité similaire chez McLaren, deux pilotes très forts, une seule voiture capable de gagner et une équipe qui cherchait à tout garder sous contrôle. En effet, le Finlandais a déclaré « L'équipe devra donner des ordres pour éviter les ennuis. Ils sont tous deux excellents, mais McLaren ne peut pas se permettre une guerre interne. » Et c'est pour cela que Häkkinen a un avis différent de Montoya. L'équipe devra donner des ordres pour éviter les ennuis. Ils sont tous deux excellents, mais McLaren ne peut pas se permettre une guerre interne. De l'autre côté, Jacques Villeneuve a également un avis différent. En effet, Villeneuve pense qu'aucun des deux pilotes McLaren ne tiendra jusqu'à la fin et que le titre sera remporté par Verstappen, une opinion qui diffère de celle de Montoya et Häkkinen. Ce sera son plus beau championnat, car les pilotes McLaren cèdent à la pression. Ils doivent se réveiller. Alors que McLaren a cessé de développer la MCL 39 pour se concentrer sur le projet 2026, Red Bull continue de mettre à jour. Ils ont apporté un nouveau fond en Italie, transformé la RB21 de voitures compliquées en gagnante à nouveau. Ils ont apporté un nouvel aileron avant à Singapour. Bref, à Austin, le premier vrai derby McLaren de la saison va s'allumer. Le climat n'est pas des plus sereins et il sera intéressant de voir qui l'emportera entre Norris et Piastri. Et l'adversaire le plus redoutable, à savoir Max Verstappen. Certains disent que Lando Norris a été favorisé par McLaren après le pit stop lent à Monza et le changement de position qui a manqué à Singapour. La réalité émergera dans les prochaines courses. Le fait est que McLaren n'a rien à gagner à favoriser l'un ou l'autre pilote.
Cela dit, attention ce week-end, il y aura la Spring Race. Et donc, étant un week-end sprint, il faudra trouver un bon réglage dès les essais libres 1. On utilisera les pneus C1 pour les durs, C3, C4 pour les moyens et les tendres, en sautant le composé C2, et donc on choisira la même composition de composé qu'à Spa-Francorchamps, en Belgique. Faites-moi savoir votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. De Horner chez Ferrari, des déclarations sur Suzy Wolff, qui le voit comme un adversaire redoutable qui a nuit au sport, à Lewis Hamilton, qui a défendu Frédéric Vasseur, aux déclarations de Juan Pablo Montoya et Mika Hakkinen, et aussi Jacques Villeneuve lui-même sur le championnat des pilotes, et donc la confrontation entre Norris, Piastri et Verstappen. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. C'est tout de Rastro. On se voit dans une prochaine vidéo.